je pense qu'entre-temps, tout le monde est arrivé. Donc, bonjour à tous et à toutes, enfin, ou devrais-je dire bonsoir. Bienvenue sur ce webinaire qui est organisé par l'École supérieure de commerce et de développement 3 The Live. Pendant 3 mois, on vous a en effet proposé tous les 15 jours des interventions d'experts sur les thématiques phares de notre école que sont l'humanitaire, le SS ou encore l'innovation. 3A, c'est quoi? On forme des entrepreneurs, des intrapreneurs du monde de demain, donc des personnes qui vont intégrer dans leur mission les enjeux sociaux et environnementaux. Donc pour cela, il est notamment important que nos étudiants aient une ouverture sur le monde afin de prendre en considération les problématiques internationales. Donc c'est pourquoi ce soir, on vous propose de voyager vers les Balkans, plus précisément en Albanie. En effet, depuis 2009, l'Albanie a déposé sa candidature pour adhérer à l'Union européenne et a donc engagé des transformations politiques, économiques et juridiques afin de répondre aux critères d'adhésion. Que nous accueillons ce soir Teuta Vodo, ex-ministre de la Justice d'Albanie et chercheuse sur la politique européenne spécialisée notamment dans les réformes judiciaires. Donc Teuta nous propose ce soir d'analyser les réformes qui ont été mises en place et leur impact sur le développement économique et social de l'Albanie. Teuta, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Anastasia, ça me fait vraiment plaisir surtout de revenir vers l'Académie française. Merci beaucoup de cette invitation. C'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour vos parents de mémoriser justement la fédération yougoslave, tandis que maintenant, vu que c'est partagé par de petits pays, c'est vrai que là, il faut mémoriser beaucoup plus de pays. En fait, la région de Balkans est composée d'États tels que l'Albanie, la Bosnie, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie, qui partagent l'objectif d'une adhésion commune, c'est-à-dire l'adhésion à l'Union européenne. Deux négociations d'adhésion ont été ouvertes pour le Monténégro et la Serbie. Et en mars de l'année passée, les États membres se sont entendus pour ouvrir les négociations avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. Tandis que la Bosnie et le Kosovo ont le statut de candidat potentiel. Et pour l'UE, l'élargissement s'est considéré comme un investissement pour la paix, la sécurité et la croissance. Et la Commission souligne que l'adhésion des Balkans occidentaux est dans l'intérêt de l'UE. En fait, c'était déjà, il y a déjà eu une création d'une association étroite et à long terme entre l'Union européenne et la région. Le prochain diapositive, s'il vous plaît. Les perspectives européennes et la politique de l'UE à l'égard des Balkans occidentaux a été reconnue par le Conseil européen de Feira en 2000, de Thessalonique en 2003, à Sofia en mai de 2018. Et l'adhésion à l'Union européenne repose sur des critères établis et nécessite de réformes complexes de la part de pays candidats. En fait, les domaines clés, évidemment, sont l'état de droit, la réforme de la justice et la lutte contre la corruption, plus spécifiquement pour le cas d'Albanie. Dans le prochain diapositive, on voit un petit peu les instruments tant que le processus de stabilisation et d'association, le processus d'adhésion, la coopération régionale, l'exemption de visa. On va se concentrer sur le processus de stabilisation et d'association, vu que la relation de Balkans avec l'UE s'est régie par cet accord de 2009. Et l'Union a lancé ce processus de stabilisation et d'association qui est un instrument juridique pour l'alignement sur l'acquis de l'UE et l'intégration progressive dans le marché unique. Donc, c'est une pacte de stabilité. Pour le moment, c'est remplacé par le Conseil de coopération régionale. Donc, tous les pays de Balkans ont déjà signé cet accord pour commencer avec la Macédoine du Nord, et puis l'Albanie en 2009, Monténégro l'année suivante, jusqu'à Kosovo en 2016.
C'est un accord qui a établi une zone de libre-échange sur une période transitoire de 10 ans et qui est maintenant terminé pour tous, sauf le Kosovo, que c'est prévu pour le 2026. Et l'accord couvre les chapitres du système harmonisé, où c'est inclus aussi, par exemple, dans le cas d'Albanie, les importations agricoles qui sont presque entièrement libéralisées, avec quelques exceptions. Et d'autre part, les exportations agricoles de l'UE vers l'Albanie sont soumises à des droits de douane. Dans le prochain slide, sur le cadre stratégique d'appui, on voit que dans ce cadre stratégique au rapprochement progressif de Balkans avec l'Union, l'un des principaux objectifs à coopérer dans le secteur, c'est tout d'abord le dialogue et la coopération politique. Comme peut-être vous avez déjà entendu, les Balkans, déjà une histoire, surtout dans les années 90, avec deux conflits qui ont caractérisé malheureusement la région pendant au moins une décennie. Donc, la formation de la coopération régionale, où c'est inclus aussi les zones de libre-échange, sont très importantes. Et très importantes sont aussi la coopération en matière de sécurité, la justice et les affaires intérieures, mais aussi la lutte contre la criminalité et les programmes transfrontaliers. Et de l'autre côté, le dernier, mais pas moins important, c'est la partie de coopération économique. En fait, on a la standardisation et le développement économique, les marchés publics qui ont prévu l'élimination de droits et de restrictions non tarifaires sur le commerce bilatéral qui couvre les marchandises dans tous les chapitres du système harmonisé. Il y a une base juridique pour tout ça. Tout d'abord, on a l'espace de liberté et de sécurité dans le titre 5 de traité de l'Union européenne. On voit toute la partie des actions extérieures de l'Union et avec toutes les mesures qui sont prévues à être prises. Et de l'autre côté, on a l'article 49 du traité sur la demande d'adhésion, c'est-à-dire que tout État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s'engage à le promouvoir peuvent demander à devenir membre. Ici, évidemment, on a des objectifs qui sont des objectifs considérés le principal pour l'adhésion, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà mentionné, l'état de droit, la sécurité, la connectivité, la stratégie numérique, la réconciliation régionale et le bon voisinage et le développement socio-économique. Voyez-vous que c'est important, évidemment, la partie de bon voisinage, vu que l'Union européenne, par le président de la Commission européenne, a déjà bien mis l'accent sur le fait qu'ils n'ont pas intention de faire adhérer d'autres pays dans l'Union européenne s'ils n'ont pas encore résolu leurs problèmes intérieurs. Donc, évidemment, c'est important aussi de voir ces pays résoudre leurs problèmes avant d'adhérer à l'Union européenne. On a des structures permanentes qui ont pour objectif de mettre en vie l'accord de stabilisation et d'association. Donc, d'un côté, c'est le Conseil de stabilisation et d'association qui veille à l'application et la mise en œuvre, et la commission parlementaire, de l'autre côté, qui permet la coopération entre les parlements de pays de Balkans et le Parlement européen. Évidemment, ici, il ne faut pas oublier que ce sont les institutions comme la Commission, le Conseil. D'un côté, la Commission rend compte de progrès et toutes les décisions sont prises par le Conseil à l'unanimité de l'ouverture de négociations. Donc, le traité d'adhésion est approuvé par le Parlement et le Conseil est ratifié par l'ensemble des États contractants. Tout d'abord, il faut mentionner que chaque candidat à l'adhésion à l'Union doit satisfaire
les critères politiques de Copenhague. Peut-être vous avez déjà entendu les critères politiques, économiques, les fondamentaux juridiques, etc. Évidemment, ici, il s'agit de critères qui, plus ou moins, sont bien encadrés dans le 35 chapitres de l'Union européenne. C'est très important de mentionner aussi le fait que les pays candidats doivent transposer, mettre en œuvre l'acquis communautaire. Pour une mise en conformité avec les normes de l'UE, un suivi pour les pays candidats. Donc, j'ai déjà mentionné que c'est le critère politique comme premier, c'est-à-dire démocratie, état de droit, droit de l'homme, protection de minorités. La partie minorité, et ici j'ouvre les guillemets, c'est très important dans la région de Balkans. Aussi toutes les autres questions régionales et les obligations internationales, mais aussi les relations de bon voisinage. Le critère économique, c'est inclus évidemment le financement de PME, la recherche et l'innovation, où dans la région de Balkans, ils sont en train de travailler justement par le conseil régional qui est établi à Sarajevo. Les critères de fondamentaux juridiques, où c'est inclus l'alignement de normes dans la libre circulation de marchandises, la propriété intellectuelle et industrielle, les douanes, la sécurité nucléaire, etc. L'autre critère, c'est le développement, où c'est inclus les transports, l'agriculture, l'environnement, réduire les coûts d'itinérance, aussi les services publics en ligne. Et l'autre critère, la coopération transfrontalière entre les États membres et le partenaire extérieur, c'est aussi très important pour ces pays, et la sécurité et le contrôle de migration. Ici, peut-être vu que en France, vous parlez beaucoup de migration et aussi de contrôle. Évidemment, dans les Balkans, il s'agit d'un problème, mais au contraire. Donc, d'un côté, on a la coopération renforcée dans la lutte contre le crime organisé, le terrorisme, c'est un souci en commun, et le renforcement du contrôle de frontières et de la gestion de migrants, et une coopération accrue avec l'agence Frontex. Ici, j'aimerais bien mettre l'accent sur le fait que l'Albanie, en fait, a bien signé, était un des premiers pays qui a signé pour être membre de Frontex et a eu une très bonne collaboration avec l'Union européenne. Évidemment, pour ça, il faut un budget. C'est pour ça qu'on a un instrument, ce qu'on appelle les instruments de préadhésion. Donc, tous les apports financiers, techniques, mais aussi humains, c'est un petit peu prévu par des instruments comme celui d'aide de préadhésion ou d'aide communautaire aux pays d'Europe orientale ou programme de coopération transfrontalière, les instruments de préadhésion sur la structure et l'instrument agricole aussi, mais aussi sur la stabilisation. Et le dernier, mais aussi très important, c'est l'instrument européen de voisinage et de partenariat. C'est aussi destiné aux États partenaires de la politique européenne de voisinage. Mais jusqu'à maintenant, j'ai parlé un petit peu de la région et qu'est-ce que c'est prévu, pas uniquement pour l'Albanie, mais aussi pour les pays de Balkans. Mais j'aimerais bien, évidemment, maintenant me concentrer plus sur l'Albanie et sur qu'est-ce que ce gouvernement a fait jusqu'à maintenant pour les réformes. Et justement, c'était le chapitre 23 de l'acquis communautaire, où c'est prévu les principales réformes mises en œuvre par le gouvernement albanais.
Et en fait, nous avons eu comme thème central ces 8 années de gouvernement, la réforme de la justice, qui pour la première fois a mis en lumière le bout de tunnel et le nouveau système judiciaire est basé sur un cadre constitutionnel et juridique complet, approuvé il y a 4 ans, il y a environ 5 ans, ce qui évite toute influence politique sur le fonctionnement de la justice. Et ce cadre juridique a été renforcé par les changements apportés par un paquet anticorruption qui avait pour objectif de traiter encore plus profondément les phénomènes de corruption qui ont impliqué le pouvoir judiciaire à de nombreuses reprises. Mais tout d'abord, j'aimerais bien expliquer un petit peu plus en profondeur le système judiciaire, comme ça a été. En fait, son précédent a été le soutien financier que le gouvernement albanais a donné à la réforme de la justice, surmontant toutes les possibilités. C'était une preuve de volonté pour faire avancer le programme de réforme dans tous ses aspects. Les amendements constitutionnels et le paquet de lois organiques garantissent l'amélioration de mécanismes de comptabilité et de contrôle. Et en 2017, il y a eu la mise en œuvre de recommandations de rapport d'étape de la Commission européenne visant à construire un nouveau pouvoir de justice avec une série de nouvelles institutions qui visent à garantir une nouvelle justice égale et à mettre fin une fois pour toutes à l'impunité, mais aussi pour regagner la confiance des citoyens dans la justice. C'est pour ça qu'il fallait ce qu'on appelait le vetting, c'est-à-dire réévaluer. C'était réalisé en fait par trois institutions séparées. D'un côté, la commission indépendante de qualification, le panel d'appel et le commissaire public. Et tout ça, c'était fait en coopération avec deux observateurs internationaux, mais évidemment, le but était de contrôler et de faire une sorte de scanning de tous les juges et le procureur qui environ sont 800 en total en Albanie. Donc, ça, c'était fait à la base de 3 critères. D'un côté, c'était l'évaluation des actifs, les antécédents, donc voir un petit peu s'ils avaient aussi de lieux criminels dans le passé. Et le troisième, c'était évaluer les compétences professionnelles. Donc, voir un petit peu aussi les décisions judiciaires prises par les juges et pouvoir un petit peu juger et évaluer par rapport à tout ça. Avant que j'explique un petit peu les résultats, j'aimerais bien expliquer aussi les nouveaux organes du système judiciaire qui ont été institués. Donc, aujourd'hui, en fait, on a une structure entièrement fonctionnelle d'un côté du bureau de procureur spécial contre la corruption et le crime organisé et aussi le bureau national d'enquête. Tous les 2000 enquêtes sur la corruption de haut niveau et les crimes organisés. Aujourd'hui, un an après la création de bureau de procureur spécial contre la corruption, il y a des résultats en termes d'enquête sur les hauts fonctionnaires de la justice. Par exemple, on a comme résultat tout d'abord les anciens procureurs et les juges de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême et le commissaire électoral qui sont en train de passer par ce processus. Donc, sur la haute inspection de la justice, il y a eu un élargissement de compétences d'extension de pouvoir. Tout ça parce qu'un grand nombre de dossiers attendaient d'être traités et il y avait malheureusement 2 délais. Mais pour qu'est-ce qu'il concerne les résultats de cette évaluation, et on va dans le prochain diapositive, on voit tout d'abord l'évaluation professionnelle de juge par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les résultats du contrôle en tant qu'élément essentiel de la réforme judiciaire sont extraordinaires. On a en fait 58% de juges et de procureurs qui ont été licenciés par le contrôle et qui ont laissé un poste vacant dans le système. Évidemment, ça a créé de délais, mais évidemment, on a justement avoué qu'il vaut mieux un système avec le poste vacant, mais plutôt, entre guillemets, nettoyé. Et plutôt qu'un système corrompu. Donc, il y a eu des juges et de procureurs qui ont été contrôlés de deux institutions pleinement fonctionnelles et totalement indépendantes qui mènent ce processus en collaboration avec les acteurs internationaux et plus précisément avec l'opération de surveillance internationale. On a aussi une autre organe très importante sur le Conseil supérieur de poursuite, parce que c'était une des premières institutions qui a été très active, mais aussi sous une pression publique, vu que les attentes du public, les attentes des citoyens étaient très élevées. Donc, aujourd'hui, on a mis en place ces organes indépendants du système judiciaire qui ont mené à bien ce processus important de promotion, de nomination de juges et de procureurs et de création de ces institutions. Donc, d'un côté, une figure très importante dans ce processus, c'est l'inspecteur de la haute justice. Il était déjà nommé. Il a déjà, en tant qu'institution indépendante, il inspecte les juges et les procureurs afin de sanctionner le cas de violation de la loi. Il est un organe constitutionnel chargé de l'évaluation de plaintes et de l'ouverture d'office des enquêtes en matière de violation et de l'ouverture de procédures disciplinaires à l'encontre de juges et de procureurs de tout niveau. En outre, il est responsable de l'inspection institutionnelle de tribunaux et de parquets. Il y a eu en fait une proposition pour l'élargissement de compétences de hauts inspecteurs de la justice, tout en sachant qu'ils quitteraient le système, les juges et les procureurs quitteraient le système. Ils ont continué à commettre des actes illégaux et corrompus et c'est pour cette raison qu'on a eu une extension de pouvoir de l'inspecteur qui a été envisagée où il aurait la possibilité de demander non seulement la suspension de juges et de procureurs lors de l'ouverture de l'enquête disciplinaire en raison de la conduite et lorsqu'il avait des indications qu'un problème pourrait ou pourrait pas se produire, un obstacle à la poursuite de l'enquête disciplinaire, mais a également ajouté la compétence pour haut inspecteur de la justice de procéder à une vérification détaillée de la propriété ou même de l'image de sujet sur lequel une enquête disciplinaire avait été ouverte. Nous nous attendons à ce que l'inspecteur prenne déjà de mesures avec ces dossiers où il a avancé, où il y aura un début d'enquête disciplinaire pour faire des demandes formelles au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, nous sommes dans un processus où les résultats de la réforme de la justice sont constamment atteints et ce que nous exigeons de cette réforme, non seulement les juges et les procureurs peuvent quitter le processus si ils ne passent pas ce type de scanning, mais aussi en même temps l'institution et l'organe de poursuite tel que le haute institution pour le crime organisé et la corruption en tant que procureur spécialisé lié à la corruption et au crime organisé apporte ses effets avec les enquêtes qui sont performantes. Évidemment, vous avez peut-être entendu que tous
ces pays ont des problèmes de corruption. C'est un petit peu une lutte en commun. Mais c'était en fait le ministère, et il est encore le ministère de la Justice en train de diriger la coordination de politiques anticorruption. La lutte contre la corruption, évidemment, c'est une lutte continue, mais c'est depuis 2017 que c'était le ministère de la Justice qui le dirigeait. Avant d'expliquer un petit peu mieux, il faut noter une autre organe qui est justement la haute inspection de la déclaration du contrôle de patrimoine et de conflit d'intérêts. Autrement s'appelle Hidachi, et en fait c'est une institution responsable de l'administration et de l'audit des actifs et des obligations financières. Il y a eu deux mesures. Tout d'abord, il y a eu la volonté législative, donc l'approbation au Parlement de 8 lois visant à lutter contre la corruption. Et de l'autre côté, le renforcement des infrastructures électroniques des institutions publiques fournissant de services publics en ligne. Évidemment, ici, il faut noter que l'augmentation de la transparence, c'était l'attention principale. Ça, évidemment, c'était par la publication du budget, de procédures de passation de marchés publics sur le site web de l'institution, mais aussi la publication des entreprises, de processus de passation de marche. Donc, en total, en fait, les résultats sont qu'il y a eu 563 mesures disciplinaires prises contre les employés de l'administration publique, 36 cas au bureau de procureur ont été signalisés. Et en fait, c'est grâce à un système de numérisation massive, nous avons fait de l'évitement de la corruption au guichet une réalité. C'est-à-dire grâce à cette création de services publics en ligne sur la plateforme qui s'appelle e-Albania. En fait, c'est évidemment, ça s'était fait avec la pleine volonté de réduire le contact humain, si vous voulez. Donc, aussi en termes de corruption mesurée par des organismes internationaux comme Transparency International, l'Albanie a gagné 3 points depuis 2013. En fait, c'était classé 2 places plus un an, mais c'est aussi le seul pays de la région qui a enregistré une croissance pour cette période de 8 ans. Donc, la Commission européenne s'est également félicitée de ces renforcements. Mais évidemment, poursuivre une politique d'ouverture avec les citoyens et les médias aussi et la société civile, c'était aussi c'était un grand défi parce qu'évidemment, toutes les demandes de publication de déclarations d'intérêt privés ont été traitées. Et ça aboutit à environ la publication de 11 000 déclarations d'intérêt privé. Et ça, c'était fait en 2019. Encore sur le Hidachi, donc la haute inspection de la déclaration et de contrôle de patrimoine et de conflit d'intérêts, où évidemment c'est numérisé. On a tout d'abord de nombreuses affaires qui sont renvoyées. On a eu de nombreuses affaires pour les juges. Hidachi a appliqué aussi des mesures administratives, mais aussi pour qu'est-ce qui concerne la fausse déclaration de patrimoine, il y a eu aussi de procédures pénales enregistrées. Et juste pour vous donner un exemple, si pendant l'année 2014 jusqu'à 2017, on a eu 260 saisines pénales transmises sous structures respectives, pour un an, donc l'année suivante, on a eu 530, plus de 530 mesures. Donc, évidemment, on voit ici comme le système a fonctionné beaucoup plus vite avec une efficacité élevée.
Oui, par exemple, en 2017, l'année 2017, évidemment, c'est très important parce que c'était juste en 2016 où on a eu le Parlement albanais qui a voté avec une majorité qualifiée pour la réforme de la justice, ici compris les nouveaux organes. Donc, évidemment, juste un an après, on voit de résultats très significatifs. Par exemple, le nombre de procédures pénales enregistrées contre la corruption a doublé et le nombre de procédures envoyées au tribunal a triplé. Donc, on a eu environ 5% de cas de procédures pénales qui sont enregistrées pour corruption passive de juges, de procureurs et d'autres fonctionnaires de justice. Et on a eu aussi environ 8% de cas qui sont enregistrés pour l'exercice d'une influence illicite sur les personnes exerçant de fonctions publiques. Et aussi 4% de cas envoyés au tribunal. Donc, il y a deux types de corruption, évidemment, la corruption active et passive de personnes exerçant une fonction publique. Pour qu'est-ce qui concerne la corruption passive, tout d'abord, les personnes exerçant de fonctions publiques, il y a eu de nombreuses procédures enregistrées et puis envoyées au tribunal. Et de l'autre côté, il y a eu, pour qu'est-ce qui concerne les procédures, la corruption active c'est les autres fonctionnaires. Aussi, il y a eu, dans les premiers mois, plus de 100 cas de procédures pénales enregistrées. Donc, au cours de l'année 2017, la police d'État albanaise a saisi la Cour où on a eu 14 affaires de corruption passive d'agents publics et plus de 100 affaires de corruption active et à peu près 100 cas déclarés coupables. Il y a eu, comme vous voyez, une évolution positive de cas de corruption qui sont enregistrés. Il y a eu une augmentation de 15% de cas transmis au parquet par la police. Et dans la coopération, évidemment, dans cette lutte, surtout la criminalité transnationale, il y a eu la nomination d'une première procureur de liaison albanais à Eurojust, qui est établi à Den Haag. Et il y a eu évidemment de nombreuses affaires soumises au tribunal par le ministère public, qui a augmenté de 31,8%. Et qu'est-ce que ça nous intéresse le plus, c'est évidemment de voir le nombre de cas qui sont passés dans le Cour suprême. Par exemple, dans ce cas, on voit que le nombre de condamnations à la Cour suprême a triplé. Mais pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on dit tout ça et pourquoi on est intéressé à réformer la justice? Évidemment, ce n'est pas une but en soi, ce n'est pas juste pour l'adhésion de l'Union européenne, c'est pour mieux servir les citoyens albanais, mais aussi c'est aussi pour parce que ces réformes de la justice renforcent le climat des affaires et attirent les investissements. C'est un de ces résultats indirects qu'on a un système judiciaire renforcé. Donc, d'un côté, au cours de cinq dernières années, la hausse des exportations a aidé le déficit à se réduire et la part des envois de fonds dans le PIB a continué de baisser en 2019. L'Albanie, il faut mentionner ici que jouit le statut d'observateur dans le cadre de l'accord de l'OMC sur le marché public. Et en 2014, l'Albanie ne maintient aucune entreprise commerciale d'État. Ça, c'est très important à le mentionner vu que c'est quand même un pays post-communiste où, voyez-vous, comme c'est important aussi tout le côté, tous les secteurs de propriété privée.
Donc, il y a eu une mise en œuvre de réformes macroéconomiques et structurelles où je suis sûre que ça vous intéresse un petit peu plus, vu que vous êtes vous êtes intéressé aussi par le commerce. Ça vous intéresse un petit peu plus de savoir sur la croissance et la création de l'emploi, la compétitivité, le commerce aussi. Donc, l'Albanie était très active. En fait, l'Albanie a signé 12 accords de coopération et l'Albanie est aussi admissible au bénéfice de traitements préférentiels sur le marché de l'UE. Plusieurs domaines liés au commerce font l'objet d'un suivi, comme la libre circulation de marchandises, de travailleurs, la coordination de systèmes de sécurité sociale, etc. Donc, de réforme globale de la justice renforce ce climat des affaires, comme vous voyez. Ici, on a plusieurs secteurs qui sont en train de se développer, mais évidemment, c'est l'agriculture, en fait, qui, si on voit, représente environ 47,9% de l'emploi. C'est une donnée, en fait, de 2014, mais sa part de PIB fait encore 14%. Donc, ça reste le principal source d'emploi. Donc, le gouvernement a axé ses politiques sur les infrastructures et les nouvelles pratiques et technologiques de politique agricole. Aussi, très important, c'est aussi l'industrie, la prospection, l'exploitation et la transformation de minéraux et la production minière. Et on voit sur le prochain diapositive la stratégie de développement et des entreprises de l'investissement. Ici, évidemment, j'étais très intéressée à voir un petit peu et à mettre l'accent sur les résultats et qu'est-ce que l'Albanie et ce gouvernement a fait jusqu'à maintenant. En fait, il y a bon nombre de questions qui sont liées aux investissements intégrés dans la stratégie de développement des activités commerciales et des investissements. Et ici, c'est de 2014 jusqu'à 2020. C'est une stratégie Europe du Sud-Est 2020 et c'est encore aligné sur la politique industrielle de l'UE. Donc, il y a deux objectifs stratégiques. D'un côté, c'est la croissance de productivité et de l'autre côté, c'est la compétitivité. C'est une stratégie qui vise à assurer la viabilité à long terme des investissements et d'encourager les réinvestissements et le développement des investissements existants. De l'autre côté, l'objectif, c'est d'accroître la part des investissements axés sur la création d'activités entièrement nouvelles et vers l'exportation et la haute technologie. Évidemment, tout ça, ce sont des objectifs guidés par le principe de l'OMC et garantissent l'absence de restrictions quantitatives sur les importations et les exportations et les interdictions d'exportation. Donc, les objectifs sont l'intégration complète de l'Albanie dans le marché régional et de l'UE. Et les autres objectifs sont évidemment la substitution des importations comme l'acier, le ciment, le produit agricole, etc. Vu qu'on a parlé un petit peu des investissements directs étrangers, c'est important de voir un petit peu dans ces 5 dernières années. Il faut mentionner que l'Union européenne reste la principale source d'investissement direct étrangers et le commerce bilatéral total de services a augmenté de 11% en 2018 pour atteindre un total de 2,2 milliards. Et il y a 3 États membres de l'UE, l'Italie, la Grèce et la France, qui représentent 77% des importations et 75% des exportations, des échanges de services. Et de l'autre côté, l'Union européenne reste la principale source d'investissement direct étrangère, détenant plus de la moitié du stock total à la fin
de cette année, et aussi le principal pays de l'UE investissant en Albanie sont la Grèce, le Pays-Bas, l'Italie, l'Autriche et la France. Le régime de l'investissement a fait l'objet d'une réforme en 2015 par l'adoption d'une nouvelle loi sur l'investissement stratégique. On a deux secteurs stratégiques. Tout d'abord, c'est l'énergie et les activités minières, les transports, l'infrastructure et la délivrance de licences aux investisseurs nationaux et étrangers est un système de guichet unique en 2009. L'Albanie aussi a adopté un système d'enregistrement électronique des entreprises et les décisions d'arbitrage international relatives aux investissements étrangers sont finales. Et aussi, il faut mentionner qu'en 2014, depuis 2014, qu'il y a eu un nouveau code douanier qui a été adopté et aujourd'hui, le flux des investissements directs étrangers de l'UE vers l'Albanie était modeste pour le 2018, c'était environ 100 millions d'euros. Et les services financiers représentent aussi environ 3% de PIB. Et ici, on voit un petit peu dans la prochaine diapositive les échanges de services de l'Union européenne avec l'Albanie, où comme vous voyez ici par ces données, au cours de 10 dernières années, le commerce total a presque doublé. L'UE reste encore le principal partenaire commercial, comme je l'ai déjà mentionné, et a un excédent significatif de le commerce de services. Évidemment, l'économie albanaise est tirée par le secteur de services et l'excédence de la balance de services a continué de compenser le déficit de commerce de marchandises. Ici, ça reste la France, aujourd'hui avec la Grèce et l'Italie, fait partie des importations. C'est 77% et les exportations qui sont 75%. Et aussi, le commerce de marchandises avec l'Albanie, le commerce bilatéral total entre l'Union européenne et l'Albanie a augmenté. En 2019, l'Union européenne représentait 63% du commerce total de biens et il y a eu un déficit de commerce de marchandises de l'Albanie qui s'est creusé en 2019. Évidemment, quand on fait référence à 2019, les chiffres sont un petit peu plus bas, évidemment à cause de la situation globale de Covid. Et aussi, j'ajoute ici que les principaux produits commercialisés sont de machines et des appareils. Et on voit dans la prochaine diapositive qu'il y a une... tout d'abord, on voit ici dans le commerce de Balkans occidentaux avec l'UE, c'est important de voir que les principaux partenaires commerciaux pour les Balkans reste toujours l'Union européenne comme le principal partenaire, environ 69% pour les exportations et les importations, et tandis que le commerce entre les Balkans occupe la deuxième place pour les exportations. Et depuis l'année 2000, il y a une préférence commerciale pour tous les Balkans pour entrer dans l'Union européenne sans droit de douane ni limite de quantité. Évidemment, la Chine est un partenaire d'importation important pour les Balkans, mais a une petite part dans leur exportation. Et les activités commerciales et d'investissement de la Chine dans les Balkans sont tendances et peuvent en principe offrir des opportunités pour la région, mais évidemment, ils négligent la viabilité socio-économique et financière et les règles de l'UE en matière de
marchés publics et peuvent entraîner de niveaux élevés d'endettement. Et cela signifie que le pays partenaire doit pleinement mettre en œuvre la lettre et l'esprit des accords de stabilisation et d'association avec l'Union européenne et donner la priorité aux réformes dans les chapitres de négociation pertinents de processus d'adhésion. Mais, juste pour conclure avec cette diapositive, évidemment, l'Union européenne reste le principal le partenaire commercial de Balkans occidentaux pour les importations que pour les exportations. Ici, on voit que le commerce, pendant les 10 dernières années, l'UE, on voit qu'elle a enregistré un excédent commercial continu avec les Balkans. Et ici, on voit qu'entre le 2016 et 2020, les exportations et les importations en provenance de Balkans ont augmenté. Et les entreprises de l'UE qui fournissent 73% des investissements directs étrangers. Donc, si on fait référence à la balance dans la prochaine diapositive, la balance commerciale de l'UE avec les pays de Balkans, on voit qu'en 2020, l'UE avait aussi un excédent commercial avec 5 de 6 partenaires de Balkans. Il y avait un excédent avec la Serbie, puis avec la Bosnie, et pour le troisième pays avec l'Albanie et le Kosovo et le Monténégro. Avait eu juste un déficit avec la Macédoine du Nord. Donc, dans la balance commerciale, on voit la différence entre la valeur des exportations d'un pays et la valeur d'importation d'un pays. Et ici, on voit qu'en 2020, il y a 6 pays qui avaient de faibles déficits commerciaux avec le pays de Balkans. On voit que la France n'est pas parmi ces 6 pays. Et dans la prochaine diapositive, on voit les exportations de l'Union européenne vers les pays de Balkans occidentaux. On voit que les exportations vers les Balkans ont chuté en 2020 à cause de la pandémie, mais cependant, sur une période plus longue, ils ont enregistré de taux de croissance positive. La Serbie représente près de la moitié des exportations totales de l'UE. Les taux de croissance de l'Albanie, le Monténégro aussi, la Serbie suivent à distance. Donc, en 2020, on voit les exportations vers les Balkans par État membre. Il y a 3 États membres qui ont exporté plus de 3 milliards d'euros. Ici, on voit l'Allemagne par première, l'Italie, la Slovénie. Pour tous ces pays, quand même, ça ne représente qu'un faible pourcentage de leurs exportations, mais pour des pays comme la Slovénie ou la Croatie ou la Bulgarie, la Hongrie ou la Grèce était quand même un pourcentage important. La même chose, on peut le dire pour les importations de l'UE en provenance de Balkans pour ces 10 dernières années. Ici, c'est montré que les importations en provenance de tous les pays de Balkans, dans la prochaine diapositive, à l'exception du Kosovo, ont diminué. Parmi eux, la Serbie est le principal partenaire d'importation de l'UE, avec un peu plus de la moitié des importations totales de Balkans. C'est suivi par l'Albanie, la Bosnie, qu'ils ont également augmenté, tandis que les importations de l'UE en provenance de Monténégro ont chuté. On voit ici qu'en 2020, les 3 plus grands exportateurs vers les Balkans étaient également les plus grands importateurs de ces pays. Là encore, l'Allemagne, l'Italie, mais aussi on a eu
de pays comme la Slovénie ou la Croatie où il y a eu un pourcentage beaucoup plus élevé. Évidemment, pour ne pas, pour résumer un petit peu aussi ce petit côté des investissements étrangers et les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les Balkans. Évidemment, il y a beaucoup de points qui sont en train d'améliorer. Tout d'abord, les pays de Balkans, sans exception, sont en train de travailler beaucoup sur la partie de transport et des infrastructures. Aussi sur la partie de savoir-faire productif, les niveaux de transfert de technologie qui est très important, et sur qu'est-ce qui concerne l'éducation et la formation, c'est surtout dans les zones rurales et les groupes vulnérables où l'Union européenne est en train d'investir par les formations et toute la partie de ressources humaines. Et l'environnement des affaires et des investissements est quand même à des difficultés d'accès au financement, surtout en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Et c'est pour ça que, évidemment, c'est l'attention de ces gouvernements de faire face à ces défis. Donc, évidemment, une intégration économique, structurelle, législative plus étroite de l'Albanie avec l'Union européenne aura de résultats positifs, pas seulement sur les relations commerciales, mais aussi sur le climat des affaires et des investissements. Mais encore une fois, pour qu'est-ce qui concerne les résultats de la réforme de la justice, oui, il faut mentionner qu'aujourd'hui, on a les nouveaux organes comme le procureur général, le Cour constitutionnel fonctionnel qui a commencé à donner ses résultats, la Haute Cour qui poursuit le travail pour réduire le nombre de nombreuses affaires en attente d'être jugées par cette Cour. Et évidemment, on a ces institutions qui sont évidemment là pour aider et pour avoir un système structuré où les investissements étrangers peuvent bien avoir un climat favorisé. Moi, je vous remercie pour l'attention. J'aimerais bien pour que ça soit une sorte de dialogue, comme ça on peut voir aussi vos intérêts. Oui, je vois ici que vous avez mis... Merci beaucoup, Teta, pour la présentation. Ça coupe un petit peu, là, je vous entends plus très bien. Effectivement, comme vous le soulignez, là, l'idée, ce serait de pouvoir échanger. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à intervenir directement, à allumer votre micro et à prendre la parole. Ou si vous n'avez pas de micro, à rédiger dans la conversation. Ne soyez pas timide s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, moi j'aurais une question en attendant que les personnes en posent. C'est du coup quels vont être les prochains objectifs et quelle va être la suite de cette demande d'adhésion. Évidemment, ça n'a pas été évident vu que d'un côté, oui, on a fait de grands pas vers la réforme de la justice, mais de l'autre côté, voyez-vous, on attendait une réponse de part de la Commission européenne, une évaluation qui s'était déjà faite. La Commission a donné le feu vert plusieurs fois pour faire avancer, pour ouvrir les négociations.
Ouvrir les négociations, évidemment, ça veut dire aussi de mettre en œuvre et d'ouvrir les chapitres, les 35 chapitres. Donc, évidemment, pour nous, c'était très important de voir cette feu vert de part de tous ces États membres qui sont réunis dans la structure de conseil qui, à l'unanimité, doit voter pour donner le feu vert pour ouvrir les chapitres. Évidemment, il y a de pays qui ont bien hésité, comme les Pays-Bas, par exemple, et évidemment, c'était plutôt, à notre avis, une réponse plutôt politique. Évidemment, on sait que tous ces pays ont quand même, sont gouvernés par de partis politiques différentes. Donc, évidemment, c'est très difficile pour les politiciens et pour aussi les autres fonctionnaires de donner le feu vert que toute la politique d'élargissement et le non-élargissement de l'Union européenne, ce n'est pas trop populaire. Donc, on voit d'un côté le Royaume-Uni partir avec le Brexit. Évidemment, c'est très douloureux pour toute l'Union. C'est une perte pour le Royaume-Uni, c'est une perte pour l'Union. Et de l'autre côté, on a les pays de Balkans qui sont très dynamiques. Ils sont en train de travailler beaucoup sur l'adhésion, mais évidemment, ils ont besoin de feu vert pour commencer justement avec l'acquis communautaire, avec chaque chapitre qui demande un travail à part. Donc, qu'est-ce que c'est important pour l'instant? C'est bien la Commission européenne qui est justement l'institution qui est en train d'évaluer la partie de nos réformes, a déjà donné le feu vert. Et cette fois-ci, le Conseil doit se réunir le 5 juillet pour donner le feu vert pour l'ouverture de chapitre. Donc, on attend. En attendant, on a eu le bon nouvelle justement ces jours où le Pays-Bas a donné le feu vert au Parlement. Dans son Parlement, ils ont voté pour donner le feu vert à l'Albanie pour l'ouverture de négociations. Et je pense que oui, c'est le bon moment, c'est le moment où on peut justement commencer à travailler dans ce troisième mandat. Le Parti socialiste albanais, en fait, a gagné pour la troisième fois. Donc, il y aura un troisième mandat qui va commencer le mois de septembre, où les réformes et la stratégie de 5 points qui était déjà présentée par le leader de parti est très claire sur la partie des investissements et le climat aussi des investissements et les relations commerciales qui sont au cœur de cette gouvernement maintenant. Donc, c'est ça, en fait, justement, le prochain pas, attendre tout d'abord le 5 juillet pour voir le résultat, la vote de conseil à Bruxelles pour ouvrir les chapitres et puis justement se concentrer sur toutes les réformes qui vont se concentrer sur le climat des affaires et des investissements, le partenariat commercial avec les pays de l'Union européenne, mais aussi qu'est-ce que c'est très important de continuer à garder et à renforcer tout le système judiciaire avec tous les moyens que ce système exige pour bien fonctionner et pour avoir la transparence que nos citoyens justement méritent. Merci. Oui, effectivement,
vos objectifs pour la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que, entre guillemets, peu importe le résultat, ça aura permis, ben, justement, de propulser ces transformations qui, comme vous dites, quoi qu'il en soit, seront utiles aux citoyens d'Albanie. Oui, évidemment, évidemment. L'adhésion à l'Union européenne, ce n'est pas un but en soi, c'est évidemment un climat qui doit être en faveur tout d'abord de citoyens. C'est ça c'est ça le but final. C'est évidemment de accomplir tous les standards pour avoir justement un pays qui est conforme, qui a tous les standards d'un pays où l'état de droit fonctionne et est bien transparente. Effectivement. Est-ce qu'il y aurait des questions, des interrogations avant qu'on termine? Je vois qu'il y a une main levée. Camille, c'est ça? Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir si l'opinion publique albanaise était favorable à l'entrée dans l'Union européenne. Merci pour cette question, Camille. En fait, oui, justement, c'est très en faveur de l'Union européenne. Il n'y a jamais eu une baisse de popularité. Évidemment, il y a eu de phases où les citoyens étaient vraiment fatigués, surtout quand ils ont reçu plusieurs fois le feu rouge de part de Conseil européen pour ouvrir les chapitres. Mais de l'autre côté, oui, justement, le peuple albanais était en faveur de l'adhésion à l'Union européenne, vu que ce n'est pas juste se réunir à une famille politique ou à une famille commerciale ou à une famille économique, c'est beaucoup plus que ça. C'est justement faire partie d'un continent. Évidemment, c'est un petit peu le mot continent, on peut le repenser, mais évidemment, faire partie de ce continent où l'Albanie, ça appartient. Donc, aujourd'hui, on voit par exemple que ça n'existe pas de partis politiques qui sont contre l'adhésion à l'Union européenne. Si il y a de sceptiques vers l'Union européenne, eh bien, il n'y aura jamais de followers, si on veut. Donc, c'est justement, qu'est-ce que c'est un point fort de l'Albanie, c'est justement de voir comme les citoyens même sont en train de voter pour tous les partis politiques qui sont en faveur. Donc, aussi pour les partis politiques, c'est très important et c'est la carte première dans leur programme politique. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? N'hésitez pas à prendre directement la parole. Si, en fait, Anastasia, je voulais aussi ajouter que la France, évidemment, étant un de deux pays, ensemble avec l'Allemagne, qui décide et a une voix beaucoup plus importante, beaucoup plus forte que les autres membres. Donc, pendant la présidence Macron, maintenant, évidemment, d'un côté, on avait vraiment l'espoir, vu que le président même a beaucoup, s'est beaucoup prononcé en faveur de l'Union européenne, mais de l'autre côté, oui, il a mentionné plusieurs fois qu'il voulait réformer ce système. Donc, il a aussi proposé une nouvelle méthodologie. Une méthodologie évidemment qui est beaucoup plus stricte qu'auparavant,
Donc, si pendant même 5 ans avant, il y avait une méthodologie avec deux chapitres qui plus ou moins voyaient un petit peu l'acquis communautaire, et puis il y avait deux parties qui étaient un petit peu plus comme ça, où on échappait un petit peu quelques côtés, mais maintenant on voit que c'est devenu beaucoup plus difficile. Et de l'autre côté, on voit aussi que oui, chaque fois, par exemple, qu'un État membre exige un point particulier en expliquant pourquoi il voterait contre pour le pays candidat, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes, vu que on sait qu'il faut voter à l'unanimité. Donc, aussi, c'est important aussi de voir un petit peu qu'est-ce que le président Macron a à dire dans ce cas. Mais heureusement, il est toujours exprimé en faveur de l'Union, qui est déjà bien. Évidemment, il a parlé de ces deux trains avec deux vitesses différentes. Ça, il faut tout d'abord voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Il y a de différentes opinions. Mais évidemment, oui, il y a beaucoup de différences, beaucoup de disparités dans l'Union européenne. Et je comprends tout à fait qu'il y a quand même une fatigue d'un côté, et l'Union même, ce n'est pas si populaire comme ça a été dans les années 90. Mais de toute façon, moi, je trouve personnellement que les citoyens, je ne veux pas dire uniquement européens, mais en général, ils oublient souvent de toutes les conditions socio-économiques auparavant. Ils oublient tout d'abord que la paix aussi, c'est grâce à l'Union européenne. Très souvent, on oublie que ce n'est pas la paix et la sécurité, ce n'est pas si acquise comme on le pense aujourd'hui. Donc, juste quelques décennies avant, ce n'était pas si consolidé toute la structure de sécurité. Je vous donne juste un exemple. Quand en Hongrie, les citoyens hongrois devaient voter pour l'adhésion à l'OTAN, et la plupart d'entre eux, ils se sont dit, mais on sera attaqué par qui? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'OTAN? Eh bien, oui, l'OTAN, c'est là, on le prend comme acquis, mais de l'autre côté, on oublie qu'en fait, oui, quelques décennies en avant, ce continent a vécu de pire de guerre. Et justement, ça, c'est juste un exemple, mais tous les profits économiques, la qualité de produits ou toutes les facilités à l'intérieur de l'Union, eh bien, ils font que la qualité de vie de citoyens européens est beaucoup plus élevée. Et ça, on le comprend surtout quand on ne fait pas partie de cet espace, vu qu'un citoyen européen peut jouir de cette mobilité sans faire des demandes de visa ou de permis de travail et tout ça, tandis que voilà, ce n'est pas le cas pour les autres citoyens hors l'Union. Donc, ça, c'est juste de facilité, mais évidemment, moi, j'ai listé un petit peu qu'est-ce que l'Union est en train de faire dans un pays comme l'Albanie, un pays qui a vécu une de pires dictatures du monde. C'était une sorte de Corée du Nord comme le Corée du Nord plus ou moins est maintenant, et peut-être vos parents le sachent un petit peu mieux, mais évidemment ça c'est facile à oublier, mais je pense que aussi le processus de démocratisation qui est aussi synonyme de européanisation, et les politologues l'utilisent beaucoup, ça montre que ça marche. Et la politique d'élargissement, c'est un des politiques le plus favorable et
c'est aussi un des politiques qui a eu le plus grand succès, à mon avis, par rapport à les autres politiques proposées par l'Union. Donc, c'est pour ça qu'on voit de pays comme le Balkan et on voit l'Union comme une moteur de la démocratie et cette européanisation qui est en train de développer et de pousser en avant tous ces pays qui ont vécu de conflits de guerre, mais aussi de grandes difficultés économiques et financières. Merci pour ces précisions et ces informations complémentaires. Je pense qu'on ne va pas tarder à terminer la conférence, à moins qu'il n'y ait une dernière petite question. En tout cas, merci beaucoup, Teuta, pour votre intervention, d'avoir pris le temps de la préparer et puis de nous éclairer sur ce sujet, de donner un exemple concret voilà, de ce que c'est que de vouloir adhérer à l'Europe, de ce que ça peut apporter justement en termes de réforme. Je pense que c'était intéressant pour nos étudiants puis nos partenaires d'en apprendre plus à ce sujet. Donc, je vous remercie. En plus, vous clôturez là notre cycle 3 The Live de printemps. Et donc, on reviendra en force pour l'automne proposer de nouvelles interventions. Merci beaucoup, Anastasia. Moi aussi, je vous remercie pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette présentation avec l'École supérieure de commerce et de développement. Et je vous remercie et je vous souhaite plein de succès. Merci. Merci beaucoup et puis merci aux participants. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci À beaucoup. vous. Au revoir.